Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Zerbato, et l'honneur, qui est économiste de l'Université de Bordeaux et qui est chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde, voilà, à l'IEP. Bon, voilà. Et ce soir, nous avons choisi, enfin, il a choisi, de nous parler de l'Europe, de la crise grecque, et l'euro contre la démocratie. Voilà, quand Bernard m'a demandé cet été, pendant les vacances, de lui proposer le sujet de conférence, on était en plein dans les débats sur Varoufakis qui faisait un petit peu sa crise. Et donc on parlait beaucoup de la démocratie européenne, du déni de démocratie, etc. Et donc j'avais pensé qu'il serait intéressant de parler de la crise grecque comme signal donné sur les problèmes de l'Europe et de la démocratie européenne. Alors l'idée que je vais développer un petit peu, c'est que, et ça m'agace depuis des années, c'est de croire que l'euro c'est une monnaie, que c'est quelque chose donc de purement technique, et que la politique, que les stratégies de gestion de la crise, etc., peuvent être indépendantes de la nature de l'euro. Il n'y a rien de plus faux, je vais essayer de vous en convaincre, rien de plus dangereux pour les forces populaires, pour les forces de gauche, si elle a encore. Et donc l'euro, ce n'est pas qu'une monnaie. Marx disait que la monnaie était un rapport social. Je ne sais plus qui avait dit qu'un auteur célèbre, mais il faut m'excuser, je suis à la retraite, là, je ramollis un petit peu, Michel Vatel s'en rappelait, qui avait dit que la monnaie, c'était un épigraphe de tous nos cours quand on était étudiant. La monnaie, c'est de la liberté frappée. Ça te rappelle rien, ça? Oui, un peu. Je sais pas. Et bon, bref. Et donc, la question, c'est de savoir si on peut réorienter l'Europe, refonder l'Europe, suivant les stratégies qui sont proposées à gauche. Il suffit de faire un gouvernement de l'Europe, comme nous le propose notre président, indépendamment de la question de l'euro. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est vous expliquer qu'on ne peut pas traiter la question politique de l'Europe en passant à côté de la question de l'euro. Voilà. Donc, le plan général, que vous avez au tableau. Donc, en intro, je vais vous expliquer, vous rappeler, tout le monde le sait, que l'Europe et la démocratie vont mal. Après, j'essaierai de voir comment le néolibéralisme, c'est tout le pouvoir à l'oligarchie. C'est-à-dire que le néolibéralisme, ce n'est pas qu'une politique économique, ce n'est pas qu'une approche de l'économie. Le néolibéralisme, c'est une conception de l'économie qui veut retirer le pouvoir aux politiques. C'est-à-dire c'est une machine à dépolitiser les politiques économiques et sociales. C'est-à-dire c'est un moyen d'imposer ce que l'on appelle autrefois la pensée unique, aujourd'hui la loi du marché. Alors donc je vais commencer par expliquer la différence entre démocratie réelle et démocratie formelle, à mes yeux. En gros, les élections, ce n'est pas la démocratie. Ensuite, dire en quoi le néolibéralisme s'oppose à la démocratie, la réelle. Quoique beaucoup de néolibéraux auraient tendance à vouloir éliminer la démocratie formelle aussi. Il faut savoir que les premiers néolibéraux, les maîtres du néolibéralisme, Friedman, etc., étaient tous des jeunes d'extrême droite, l'école de Chicago, ce n'étaient pas des démocrates. Donc, ayant vu que le néolibéralisme
s'oppose à la démocratie, on verra ensuite que l'euro, monnaie unique, c'est un instrument du néolibéralisme. L'euro et le néolibéralisme sont l'un et l'autre totalement liés. L'euro va contre la souveraineté nationale. Le mécanisme de l'euro, ce n'est pas une volonté, c'est mécanique. L'euro étant construit comme il est, fonctionne exactement comme l'étalon or au XIXe siècle ou comme le bloc or autour de la France dans les années 30. C'est-à-dire, c'est fait pour supprimer la souveraineté nationale. Et donc, partant de là, au départ, j'avais prévu toute une partie là-dessus, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Partant de là, on essaiera de voir que toutes les solutions à gauche qui sont proposées pour aller contre l'euro et retrouver la souveraineté nationale, du PC à Syriza, au parti de gauche, et etc., toutes ces solutions-là sont dans l'erreur parce qu'elles ne posent pas correctement le problème de l'euro. Donc ça, on en dira quelques mots, puis on en discutera surtout, je pense que les questions viendront surtout là-dessus. Donc je passerai rapidement et je laisserai là-dessus. Alors la conclusion, et là Bernard n'est pas très content, mais ce sera ça, c'est qu'en conclusion, logiquement, si tout ce que j'ai dit est vrai, on doit proposer une Europe fédérale, seule solution pour sortir de l'austérité. Mais on verra pourquoi. Alors donc, en introduction, l'Europe et la démocratie vont mal. Alors l'Europe va mal parce que elle est en panne de légitimité. Alors je ne veux pas trop y insister, on en reparlera si vous voulez. Mais l'Europe devait protéger les peuples de la crise. Or, on voit que 2008, on nous avait bien dit, pourtant Mme Lagarde et compagnie, l'Europe est à l'abri, il n'y aura pas de contamination, etc. Et puis, on sait ce que c'est, qui s'est passé. L'Europe est en panne de croissance, c'est la zone dans le monde capitaliste où il y a le moins de croissance. Il y a de la croissance aux États-Unis, un petit peu partout, et en Europe, à part l'Allemagne, rien. Alors justement, il faudra voir pourquoi l'Allemagne s'en sort bien, mais on verra ça. L'idée étant que dans une zone à monnaie unique, le pays le plus fort ramasse tout, et les autres crèvent la dalle. Donc la Grèce n'est pas victime de l'Allemagne, la Grèce est victime de la gestion de la crise par l'euro. C'est pas du tout pareil. Alors, l'Europe va mal, est en pleine légitimité, et la démocratie va mal. La démocratie, elle est très mal en point. Alors, je n'ai pas parlé des migrants, là, parce que ce n'était pas encore d'actualité, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu à la radio Benoît tout à l'heure, l'Allemagne qui veut imposer sa vision au reste de l'Europe, les Italiens sont en train de fulminer, les anciens pays de l'Est font des murs partout, la Tchéquie, la Hongrie, etc. Donc je pense moi qu'on est au bord de l'implosion européenne, hein. Ça va très très mal se passer. Donc l'Europe va mal et la démocratie va mal. Alors en France, la question qui se pose souvent, c'est qui gouverne? Est-ce que ce sont les gens que nous avons élus? Ou est-ce que c'est Bruxelles? Est-ce que c'est l'Europe? Tout ça, c'est par rapport à la Grèce. Le délit de démocratie dont on a beaucoup parlé. La démocratie va mal parce que partout en Europe, les populismes, entre guillemets, montent. C'est-à-dire que ceux qui sont pour l'austérité, etc., pour la non-démocratie, traitent les volontés de démocratie de populisme. Donc les populismes, l'extrême droite monte. Encore, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui sur les régionales. Ça devrait commencer à faire peur à beaucoup de gens. Les communautarismes montent. Et à ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas, et même en Angleterre, là, on a élu un socialiste d'extrême gauche, Corbyn, mais apparemment c'est un chantre du communautarisme. Donc il valait peut-être mieux s'en passer de ce type-là. Et donc globalement, la démocratie va mal parce qu'on a une fragmentation de la société. Il n'y a plus
de sociétés civiles, en quelque sorte. On a des petits groupes. C'est chacun pour soi. C'est de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé, à midi, aux infos, il y avait des reportages sur des gens qui font des circuits courts, etc. Les selles, les monnaies locales, tous ces trucs-là, c'est des gens qui se moquent complètement de la démocratie. C'est plus leur problème. On vit chacun dans notre coin. On fait, comme disait GV, pour ceux qui ont connu, GV 01, faisons un pas de côté. Ça c'était les années 70. Bon, donc voilà un petit peu. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en réaction à cette montée de la mise en cause de la démocratie, vous avez des ex-démocrates, des gens très, très sensés en principe. Je pense à Michel Aguieta, par exemple, et quelques autres, qui commencent à se dire mais la démocratie, c'est trop sérieux pour la laisser aux démocrates. Autrement dit, si on pouvait s'arranger pour ne plus avoir d'élections, pourquoi? Parce que le peuple, mais il fait n'importe quoi. Le peuple vote n'importe comment. En 2005, il a voté contre le traité constitutionnel, et puis on voit partout. En Grèce, ils votent contre le référendum pour le plan de sauvetage, etc., etc. Donc le peuple, ça fait n'importe quoi, si on pouvait s'en passer. Et ça, ce sont des choses qu'on a vécues dans les années 30 et qui ouvrent la voie au fascisme, carrément, directement. Alors donc, première partie, le néolibéralisme, tout le pouvoir à l'oligarchie. Alors, d'abord, je voudrais distinguer démocratie réelle et démocratie formelle, parce que quand on parle de démocratie, on fait toujours allusion aux élections, comme si les élections résumaient le problème démocratique. Or, dans une société de classe, et la société capitaliste est une société de classe, c'est toujours la classe dominante qui tient l'État. Je ne vois pas comment, dans un État féodal, ça pourrait être les serfs qui tiendraient les manettes. Et on dit toujours que la Grèce a inventé la démocratie, mais c'est totalement faux. La Grèce a inventé l'oligarchie, puisque quand Solon avait annulé la dette, etc., c'était au profit des propriétaires d'esclaves et ainsi de suite. Donc, les élections, selon moi, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, les élections, ça sert à quoi? Ça sert à choisir le personnel qui fera partie de l'oligarchie, ou la fraction de cette oligarchie générale qui va, à un moment donné, mener les affaires. Donc, aujourd'hui, on a gauche-droite, UMPS, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, et ça change tous les ans, un coup à droite, un coup à gauche, mais ça change absolument rien quant à la politique économique. C'est normal. L'élection ne décide pas de la politique. L'élection décide de qui va la mener. Mais quelle politique économique et sociale va-t-on mener? Ce ne sont pas les hommes politiques qui décident. Ce sont les lois du capitalisme. Donc, le néolibéralisme impose ces lois du capitalisme. Donc, pourquoi est-ce que le néolibéralisme est contre la démocratie réelle? Pourquoi est-ce que les lois du capitalisme s'imposent? Et moi, je suis un peu gêné des fois d'en parler, parce qu'on me dit, ouais, mais alors tu es pour Tina. Tina, il n'y a pas d'alternative. C'est ce que disait Thatcher. Et c'est ce contre quoi se battent toujours les idéologues, les intellectuels de gauche. Contre l'austérité, on doit pouvoir se battre parce qu'il y a une alternative à l'austérité. Et donc, le problème, c'est que ces oligarques dont je vous ai parlé, qui sont de gauche et de droite, ils font ce qu'ils peuvent en fonction des marges de manœuvre. C'est-à-dire que quand il y a du grain à moudre, comme disait, je ne sais pas si c'est Bergeron ou Blondel, Bergeron, quand il y a du grain à moudre, bien, l'État ou la classe politique, il gère le partage et donc il distribue. On peut donner aux salariés, plus ou moins, etc. Donc on peut avoir une politique de gauche. C'est comme ça que Le Pen avait pu reprocher à Giscard d'avoir été le politicien le plus à gauche, puisque Giscard avait fait plein de choses sociétales, d'avortement, etc., et économiques. Il avait laissé faire, il avait géré la crise par l'inflation,
Et donc le pouvoir d'achat n'avait jamais autant progressé que sous Raymond Barre, qui était supposé le combattre. Donc ce que je voudrais dire, c'est que le néolibéralisme, c'est l'idéologie qui s'impose au moment où il y a la crise. Quand il n'y a plus de grains à moudre, quand la crise économique est là, du capital, il n'y a qu'une solution dans le cadre capitaliste. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, je veux bien insister là-dessus. Il n'y a qu'une solution, c'est baisser les salaires. Alors, on commence, je pense que c'est ce que tu expliqué dans ton bouquin, d'après l'histoire de la gauche, etc. On commence par attaquer un petit peu la protection sociale. On commence à dérembourser par-ci par-là, on met à tout un peu. Et puis après, les services publics. Mais tout ça, c'est une baisse des salaires. Réduire, défaire les services publics, diminuer la protection sociale, c'est diminuer le coût du travail. Parce que les services publics, la protection sociale, c'est financé par la valeur ajoutée, c'est autant qui n'est pas dans les profits en général. Et donc, le néolibéralisme, c'est l'idée que c'est l'État, c'est la redistribution, c'est les politiques qui dépensent sans compter, qui font les cigales. Et donc, c'est à cause de ça qu'il y a du chômage. Autrement dit, c'est à cause des allocations de chômage qu'il y a des chômeurs, et ainsi de suite. Et donc, l'idée à ce moment-là, c'est que, pour le néolibéralisme, on va restaurer les profits, puisque la crise, c'est une crise du profit. On va restaurer le profit en diminuant le coût salarial. Le plus facile, c'est de commencer par les services publics, par la protection sociale. Mais à un moment donné, on approche de l'os. On ne peut pas trop, parce qu'il y a des problèmes de cohésion sociale, etc. Et on va commencer à s'attaquer au salaire direct. C'est ce que fait Macron, par exemple. Mais c'est pas récent. Mais les réformes du marché du travail, les attaques contre le CDD, le CPE, du temps de vie pleine, etc., c'était des moyens de réduire le coût du travail. Et donc, le néolibéralisme, c'est l'idéologie économique qui correspond à la période où il n'y a plus de grains à moudre. Où la seule façon de faire du profit, c'est de réduire les salaires. Alors que du temps du grain à moudre, eh bien, à droite ou à gauche, on est keynésien. Et ce n'est pas par hasard si la droite gagnait les élections quand ça allait bien, du temps de la 4e République, les débuts de la 5e. Giscard et compagnie, c'était la droite et c'était le partage, la distribution des gains de productivité. Et puis ensuite, la gauche est arrivée quand ça commençait à aller mal. Et c'est la gauche qui a pratiqué la politique d'austérité. Ce n'est pas un hasard, on l'a constaté avec du bon sens. Quand j'étais tout jeune étudiant, etc., je me disais quand même, c'est incroyable. Et puis après, j'ai mis du temps, j'ai fini par comprendre pourquoi cet apparent paradoxe, qui n'en est pas un, qui est tout à fait explicable. Alors, grand 2, l'euro, qui est l'instrument du néolibéralisme. Je vais vite, comme ça on pourra discuter. L'euro est un instrument du néolibéralisme parce que l'euro est contre la souveraineté nationale. L'euro empêche les pays faibles de mener des politiques souveraines. Dans une zone monétaire de type monnaie unique, les talons morts du 19e, le bloc or des années 30, c'est un système de monnaie unique. La monnaie unique, ça veut dire que les monnaies nationales sont non dévaluables, sont inconvertibles. Quand on parlait de l'étalon or, il y avait le franc, il y avait la livre, il y avait le thaler en Allemagne, etc., la lire italienne, mais ces monnaies avaient une valeur fixée par rapport à l'autre. Et soit elles étaient dans le système, soit elles en sortaient. Une nation qui sortait du système, il fallait qu'elle se débrouille tout seule. C'est ce qu'a cherché à faire l'Allemagne après l'hyperinflation des années 20, et ça a donné Hitler, ça a donné des systèmes de financement un peu compliqués avec le docteur Schacht, mais enfin bon, peu importe,
ça a mal fini. Les systèmes de monnaie unique, ce sont des systèmes donc, qui imposent aux pays faibles, puisqu'on ne peut pas dévaluer, qui imposent aux pays faibles de faire de l'austérité. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation d'un pays capitaliste, c'est d'exporter. Un pays qui n'exporte pas est un pays qui n'a pas les moyens de fonctionner. Soit il s'endette, soit il exporte. Donc un pays capitaliste doit exporter. Tout le monde ne peut pas le faire en même temps. Donc il y a forcément des gagnants et des perdants. Et la guerre vient de là. Jaurès avait dit, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est ça que ça traduisait. Alors aujourd'hui, on a des connaissances techniques un petit peu plus précises sur la monnaie, sur le circuit de la monnaie, etc. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la monnaie, elle est validée par la Banque de France et ou la BCE maintenant, mais c'est pareil. Et ça veut dire que soit la Banque centrale, elle prête soit contre une dette de l'État, soit contre une dette de l'extérieur, c'est-à-dire des exportations. Donc, dès l'instant qu'on est en monnaie unique, et l'euro est une monnaie unique terrible parce qu'on ne peut pas dévaluer, soit on sort, soit on fait de l'austérité. Pourquoi? Parce que pour exporter, il faut devenir compétitif. Et pour être compétitif, il faut diminuer les coûts. Est-ce que vous avez vu, hier, on nous a annoncé que Airbus délocalise aux États-Unis? C'est quand même extraordinaire. Donc, je ne sais pas, il y a des gens qui pourraient se poser des questions peut-être. Donc, c'est vrai que tout ça, ça donne du purée à boudre, justement, à tous ceux qui contestent le modèle social français. Varoufakis a essayé d'expliquer le mois dernier que Schauble, ce qui vise à faire appuyer la Grèce, c'est la France. C'est vrai que, bon, il y a de ça. L'oligarchie européenne veut faire plier la France sur son modèle social, parce qu'il est coûteux. Il est coûteux, et pour l'instant, c'est l'Allemagne qui le paie. Donc je ne vais pas développer tout ça, mais j'ai fait un article là-dessus depuis plusieurs années. C'est l'Allemagne qui paie le modèle social français, en faisant un crédit à la France a un déficit commercial de 70 milliards par an, même c'est comme ça. Qui est-ce qui le paie? Alors il y a un système monétaire dans le cadre de l'euro dont personne ne parle jamais, ça s'appelle Target 2. C'est-à-dire que nos importations sont payées par des crédits de la BCE qui sont engagés par ceux qui ont des excédents à la BCE. Et donc, l'Allemagne s'endette auprès de la Banque Centrale Européenne. Bon, alors, ce n'est pas de l'argent à payer, mais c'est comme dans un bilan de banque, ce sont des engagements. Bon, bref, on en reparlera plus en détail si vous voulez. Donc, le néolibéralisme, c'est un carcan austéritaire. Et c'est lié à l'Europe. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un point sur lequel je voudrais revenir au passage, pour détruire l'idée de la monnaie commune comme palliatif à l'euro. Il n'y a rien de plus naze du point de vue de la théorie monétaire. La monnaie commune, on l'a connue pendant une bonne dizaine d'années. La monnaie commune en Europe, c'était le SN. L'écu, c'était une monnaie commune, puisque le franc, le mark, la lire, tout ça était défini en écu. Alors l'écu était une monnaie de compte. On dit oui, une monnaie commune, c'est une monnaie qui circule. Non, l'écu n'était pas une monnaie de compte, parce que l'écu, les banques centrales pouvaient l'utiliser dans la réserve. Donc l'écu était une monnaie de compte, de fait. Donc, vouloir remplacer l'euro par une monnaie commune à la place de l'euro, c'est revenir aux années 1982, grosso modo, 1992, puisque l'écu il a sauté en 92. Par le fait que l'Allemagne, justement, a joué son propre jeu.
donc c'est juin, je crois, comme ça, 92, l'écu a sauté de fait. Il a continué, mais c'est là qu'il ne fonctionnait plus et qu'on a décidé de le remplacer par l'euro. C'est-à-dire que, en 1956, traité de Rome, il y a la guerre froide, etc. Il y a eu la guerre entre les pays européens, on s'est dit on va intégrer l'Europe pour la paix. Nous en parle encore. L'Europe, instrument de paix. Mais tant qu'il y avait les 30 glorieuses, du grain à moudre, ça a fonctionné. On s'arrangeait un petit peu, il y avait des bisbilles, il y avait une dévaluation par-ci, un petit peu de plan de rigueur par-là. On rééquilibrait, ça a marché jusqu'aux années 70-75, grosso modo. Et puis après, ça a commencé à diverger. L'Allemagne a commencé à jouer son propre jeu. Quand il y a eu les accords de la Jamaïque, tout ça, bon, mais ça a capoté. Enfin, bon, il y a eu plein de trucs. Et dans les années 80, on a dit, bon, on a fait d'abord le serpent monétaire européen. Et puis après, après c'est devenu le système monétaire européen. Donc on pouvait dévaluer, mais dans une marge de 2,5%. Et ça a tenu jusqu'en 92, et puis ça a pété. Alors on a dit, bon, ben, pour garder l'intégration, on va passer de la monnaie commune à la monnaie unique. Bon, mais là on est au bout maintenant, je pense. Ça ne tient plus. Bon, alors il faut que quelqu'un paye. Mais j'ai déjà écrit 2 fois que l'Allemagne ne paiera pas. Jusqu'à présent, chaque fois j'ai eu raison, puisque j'avais anticipé en 2011 qu'on ne sauverait pas la Grèce sans imposer l'austérité. Après, au mois de février, quand tout le monde était content de la victoire de Syriza en Grèce, j'avais dit dans un article rendez-vous en juin. Bon, et on a vu. Donc, il y a des lois de l'économie, il y a des mécanismes économiques qui sont inéluctables. On ne peut pas aller contre le sens de l'histoire, on ne peut pas aller contre la nature du capitalisme. Il y a des lois et on ne peut pas faire autrement. Alors, on peut sortir du capitalisme, mais ça, il faut que les gens le veuillent. Ça c'est une autre histoire. Donc, je termine sur les impasses politiques pour essayer de retrouver la souveraineté nationale, en espérant que si on a la souveraineté nationale, on pourra retrouver la souveraineté populaire. Le peuple ne peut pas diriger les affaires du pays. Déjà, il faut qu'il arrive à contenir ou à maîtriser un petit peu la classe dominante. Alors ça s'est fait en 1945 avec le CNR. La classe dominante qui avait... oui, le CNR, c'est le Conseil national de la résistance, qui en 1945 avait fait en 43, 44, 45, 46, a mis en place la sécurité sociale, voulait mettre en place l'élection des représentants du personnel pour gérer la sécu, tout ça. Tout ce qui a été supprimé après petit à petit, notamment par les lois de Brest de 66. Et donc, en 1945, on a pu espérer, le peuple a pu espérer, prendre en main ses affaires. Il en reste encore quelque chose, mais c'est quand même pas mal à sauver parce que la sécu est bien en danger. Et je pense qu'il y a des renards de la finance qui attendent qu'on ouvre la sécu à l'assurance, de plus en plus. Oui, entre autres. Mais oui, mais Sarko n'est plus là, alors il va falloir attendre un peu. Et donc, le problème de la qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le problème de la sécu, tout ça, c'est que si les forces populaires, je ne peux pas parler de la classe ouvrière parce qu'il y en a pas trop loin, les employés, les salariés, etc., arrivent à instaurer un rapport de force, ils peuvent arriver à imposer autre chose que... Mais ça, ils ne pourront pas le faire tant qu'on restera dans l'euro. Parce que l'euro est plus fort que la classe politique nationale. Donc, on ne pourra pas faire, l'emporter dans un rapport de force avec les élites françaises, alors que les élites françaises ne commandent rien. Elles sont
vassalisé, oui, très bien, si tu veux. Donc, partant de là, je considère pour ma part que la plupart, toutes les stratégies qui sont posées pour sortir, soit sortir de l'euro, soit le contourner, le refonder, le rénover, toutes ces stratégies-là sont à côté de la plaque. Sortir de l'euro, les théories de Saphir et compagnie, bon, ça c'est facile à renvoyer à l'école, c'est que si on sort de l'euro, on revient à la monnaie nationale. Bon, c'est le MPEP aussi. Et oui, mais ça revient à vouloir faire marcher le sommier à l'envers et revenir aux années 60, quand il y avait du grain à moudre. Mais du grain à moudre, il n'y en a plus. Et le keynésianisme, donc, est totalement dépassé. Donc, revenir à la monnaie nationale aujourd'hui, c'est revenir à l'inflation, le chômage, la dévaluation, donc tout ce qui a fait capoter à la fin des années 70, des années 80, et qui a amené Mitterrand à, justement, à rester dans le SMI parce qu'il avait bien compris qu'on ne pouvait pas continuer avec la spirale inflation, dévaluation, etc., le cercle vicieux. Donc ça, on n'en parlera pas plus, on en reparlera si vous voulez. Après, vous avez l'EPS, enfin, le gouvernement qui propose un gouvernement de l'Europe. Alors, on va mettre un commissaire spécial chargé de gérer le budget européen. Donc, quand on voit comment on gère l'histoire des migrants, je ne vois pas comment on pourrait gérer un budget européen. D'abord, qui paierait des impôts à l'Europe? Ça, je pense que ça posera quelques problèmes. Donc, pourquoi? Parce que l'Europe n'est pas une nation. Et tant que l'Europe ne sera pas une nation, il n'y aura pas de gouvernement de l'Europe. C'est basique. Alors, vous avez l'autre gauche, ou la gauche de la gauche, qui propose de faire une autre Europe, une Europe sociale. Faire, comment dire, faire une réorientation. Alors, le problème, c'est comment on fait. Alors, timidement, Jacques Généreux avait parlé il y a 2 ou 3 ans de désobéir. C'était dans le programme commun du Parti de gauche pour l'élection de 2012. On va désobéir et imposer un rapport de force. On va dire à l'Allemagne, on ne veut pas. On va dire à Bruxelles, on ne fait pas. Et tous ceux qui ont intérêt, comme nous, à ne pas le faire, l'Italie, etc., vont nous rejoindre. Bon, là aussi, on voit bien comment ça se passe. Et l'illusion que ça peut constituer. Alors, il y a maintenant, après la Grèce, une autre petite avancée quand même. Il y a une prise de conscience, mais maintenant, désobéir, ça va jusqu'à mettre en place un plan B. On va discuter. Alors, ce plan B, pour le peu qu'on en connaît, pour le peu que j'en ai vu, ben, là aussi, c'est pas très réjouissant, parce que si on résume en un mot, ce plan B, c'est quoi un coup? C'est ce qu'avait prévu Varoufakis pour la Grèce, c'est ce que prévoit nombre de théoriciens comme Coutreau, etc., les plus avancés, c'est la monnaie parallèle. C'est-à-dire, on garde l'euro, mais à côté, on met une drachme. Bon, pour quiconque connaît un peu la théorie monétaire, c'est n'importe quoi. Et si à la limite ça marchait, puisque l'idée ce serait d'avoir au niveau de la Grèce par exemple, ou de l'Espagne, du Portugal, une monnaie nationale parallèle à l'euro, comme on a un SEL avec un EUSCO parallèle au franc, etc. Si à la limite ça marchait, la conséquence ce serait quoi? Ce serait une société pour ceux qui ont accès à l'euro, qui sont compétitifs, qui sont dans la mondialisation, et puis il y aurait une société pour ceux qui resteraient dans la drachme, qui aurait juste de quoi bouffer, le minimum, etc. C'est-à-dire une république à 2 vitesses. Bon, et ça ne me paraît pas non plus très porteur d'avenir. Donc, la conclusion, logiquement, ça c'est pour faire plaisir à mon ami Bernard. Ça fait combien de temps que je parle? Non, c'est bon. Donc, oui, tu peux tourner. Donc, c'est l'idée, comment est-ce qu'on peut exister contre le capitalisme sans euro, sans néolibéralisme?
Eh bien, l'histoire a montré que ce genre de basculement se fait, là je suis désolé de prononcer le mot, on me l'a déjà reproché avant, ça se fait à l'occasion d'une grande crise économique, politique, sociale, et à l'occasion d'une guerre, qu'elle soit civile ou extérieure. Dans l'histoire, quand on regarde un petit peu, eh bien, toutes les nations se sont construites ou ont été construites par des États. Il n'y a pas de monnaie s'il n'y a pas un souverain derrière. Ça, même à droite, il y a des gens qui se posent la question d'un souverain européen. Il ne peut pas y avoir de monnaie européenne sans un souverain européen. Alors pourquoi est-ce que je veux une Europe? Parce que je pense qu'un petit pays comme la France, comme l'Allemagne, etc., n'a pas les moyens économiques d'exister face aux grands blocs que sont la Chine et les États-Unis, qui sont en train de se battre pour la suprématie mondiale. Dans les années 30, les deux guerres de 14 et de 40, ça a été pour savoir qui allait remplacer l'Angleterre dans le leadership de l'économie mondiale. L'Allemagne a essayé, c'est les États-Unis qui ont gagné. Et maintenant, la question qui se pose, c'est que les États-Unis n'ont plus les moyens de mener le monde. Ils ne sont plus les gendarmes, ils n'ont plus l'argent, ils sont en crise. La preuve, on délocalise chez eux, c'est quand même un signe. Et c'est la Chine qui monte. Quand la Chine aura le GPS, les missiles, les satellites autour du truc pour diriger les missiles, etc., je pense que les choses vont changer. Bon, on verra, hein, je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense qu'il y a un sens de l'histoire et que l'histoire cherche actuellement un successeur aux États-Unis pour prendre en main la gestion des affaires de l'économie mondiale. Donc, pour moi, si je veux exister en tant que Français, il ne faut pas y compter. On n'a pas les moyens. Par contre, en tant qu'Européen, on peut. D'où l'idée d'une nation européenne. Voilà. Alors, je voudrais rappeler que la France en tant que nation, l'Allemagne en tant que nation, les États-Unis en tant que nation, tout ça s'est créé à l'occasion d'une guerre par la mise en place d'une monnaie nationale. Les États-Unis, indépendance 1776, 10 ans après, ils créent la fédération. Parce que la confédération, ça n'a pas marché. Ça a tenu quelques années. Il y a eu des guerres entre États internes aux États-Unis et Hamilton a été chargé de faire une constitution fédérale pour résoudre tout ça. Et l'Europe, ce n'est pas un problème de démocratie, c'est un problème de transferts internationaux. Si l'Allemagne voulait donner quelques milliards, c'est que dalle. Et le reste de l'Europe, la dette de la Grèce, c'est quoi? C'est 200 milliards, grosso modo. 200 milliards, qu'est-ce que c'est pour l'Europe? Mais on ne le veut pas, parce que la logique capitaliste, la logique de la monnaie unique, l'empêche. Donc, pour quelle raison l'Allemagne irait-elle payer pour les fonctionnaires grecs? Elle n'a aucune raison de le faire, puisqu'elle a les moyens de se remplir les poches. La marche de l'économie, ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas des bisounours, c'est chacun pour soi. Et donc, il faut qu'arrive un moment où le chacun pour soi n'étant plus tenable, eh bien, on amènera à une société solidaire. Voilà, j'arrêterai là-dessus. Je vous remercie. Oui, c'est bon, regarde. Bon, merci. Là, tu as terminé quand même sur une note un petit peu pessimiste, c'est vrai. Bon, oui, je vais passer là. Optimiste, oui, c'est le pessimiste, la guerre. De toute manière, pour faire la guerre, il faut avoir un ennemi. Hein, alors, trouvons l'ennemi. Voilà, hein, comme disait, tant pis, on peut le citer, Carl Schmitt, il y a toujours hein, l'opposition entre amis et ennemis. Et c'est ça qui scelle la communauté. Donc il faut trouver quel est l'ennemi. Merci pour votre conférence. J'aurais 3 petites questions à vous poser. Dans un système fédéral comme les États-Unis, alors je sais qu'il n'y a pas de salaire minimum garanti dans global au niveau des USA, mais quelle est la part, c'est-à-dire que
Un ouvrier à New York gagne 5 fois plus qu'au Dakota du Sud ou 2 fois moins qu'au Texas. Comment ça marche? Mais vous pouvez répondre très, très rapidement. Deuxième question. J'ai donné, il y a un certain nombre d'années, 6 francs 59, ou je ne sais plus quoi, pour 1 euro. Alors là, je sors de l'euro. Alors moi, je suis partisan de sortir de l'euro, mais je ne sais pas la formuler. Je vais avoir combien dans mon portefeuille? J'ai 1000 euros, combien on va me donner de francs? Et troisième question, je vais bien souverain, j'ai entendu des mots, mais comme je connais vos écrits, je sais que vous allez parfois dans le discours un peu au-delà de vos écrits, mais vous avez parlé de souverain, de guerre, c'est-à-dire, est-ce que dans l'humanité, alors certes je suis naïf, et je suis un gros naïf, c'est l'unique manière de sortir d'une crise telle qu'on la vit, parce que je conçois parfaitement que quand il y avait le duché d'Aquitaine contre le comté de Béarn, ou le vicomte, bon, on se faisait la guerre, c'était un peu localisé, mais là, maintenant, c'est au niveau mondial, c'est-à-dire la planète va péter. Si vous suggérez une guerre, je ne sais pas, je lis, et votre note un peu pessimiste à la fin, les bras m'en tombent, alors on ne va pas résoudre le problème ce soir. D'accord, alors je vais commencer par la fin. Déjà, j'ai parlé de la guerre parce que j'ai 2 amis, et même un collègue, qui m'ont reproché d'avoir fait figurer le mot. Donc, je pars du principe qu'il faut habituer les gens à entendre ce mot. Alors, dans mes écrits, je précise bien que ce ne sera pas une 3e guerre mondiale, c'est évident, ni que ce sera une guerre au sens propre du terme, mais actuellement, contre Daesh à la Hollande, au Mali, etc., on est bien en guerre quand même. Il y a une dizaine d'années, un jour, j'avais discuté avec des étudiants en amphi et je leur disais, je ne sais plus à quel côté, j'ai même fait la France est en guerre. Et on m'avait traité de fou. Mais non, on est en guerre. On a une guerre entre l'impérialisme américain et les dominés, le Sud, grosso modo. Et Daesh ou Boko Haram, tous ces trucs-là, c'est une réaction contre la domination impérialiste. Enfin, si on n'avait pas été les exploiter, les faire crever pour tout ramener chez nous, l'époque de la zone franc que Bernard a connue, puisqu'il a lui-même été en profité un petit peu de la colonisation triomphante aux États-Unis, en Afrique, je veux dire. Mais ils étaient contents, les Africains, qu'on y aille et qu'on fasse des choses, et puis ça profite à tout le monde. Puis à partir de 1974, c'est 74 la dévaluation du franc CFA, non? Non, 94. 94, pardon. Et donc, 12 janvier. à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le centre ne finance plus l'expansion, le progrès de ces pays-là. Et donc, à ce moment-là, au lieu de les financer, pour les aider à se développer, et ça nous profite aussi, à partir de ce moment-là, on ne fait que capter le tribut. Ah, si vous ne pouvez pas, c'est bon. Donc, le problème, c'est que... Bon, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est géopolitique. Mais enfin, globalement, moi je maintiens que c'est l'économie qui est la base de la société et de la marche des affaires. Donc, les migrants et tout ça, c'est la conséquence d'une crise économique. Donc le souverain, moi je ne parle pas de souverain, moi je parle toujours d'État, mais même des économistes comme Aglietta et compagnie parlent de la recherche du souverain. C'est-à-dire, parce qu'ils ne veulent pas parler d'État, parce que ça les embête que ce soit l'État, parce que l'État c'est politique. Donc ils parlent de souverain, parce que le souverain, ça peut être un expert. Et ces gens-là, qui parlent de souverain, derrière il y a l'idée qu'il faut arriver à gérer les affaires du monde, économiques et monétaires, sans passer par la politique. Bon, et ça, c'est des gens qui étaient, il y a 76, ça fait
40 ans, qui était la gauche la plus avancée, de la régulation et tout ça. Bon, alors je remonte, l'euro, combien d'euros aujourd'hui, ça, c'est une question qui n'a pas de sens, parce que si on revenait... Non, je m'explique. Si on revenait au franc... Les Grecs, ils se la posent, en fait. Mais non, ils ne se la posent pas. Parce que si on quitte l'euro, par exemple, et qu'on remplace par des francs, eh bien, on peut dire 1 euro égale 10 francs, 1 euro égale 1 franc, 1 euro égale 50 centimes, peu importe. Pouvoir d'achat, pouvoir pour ça. Mais le pouvoir d'achat, ça change absolument rien. Le pouvoir d'achat, il existe aujourd'hui. Avec 1 euro, j'achète... Qu'est-ce que j'achète avec 1 euro? Une glace. Et bien là, j'achèterai la glace avec 10 francs ou 1 franc. Non, ça ne me paraît pas être un problème, ça. Alors, aux États-Unis, il y a une très grosse différence d'un pays à l'autre, puisque le Delaware, par exemple, est le plus grand au sein des États-Unis, et le plus grand paradis fiscal qui soit au monde, puisque la Suisse encore et compagnie. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'entreprises qui sont domiciliées au Delaware, il n'y a pas d'impôts, etc. Même des Françaises. Maintenant, il y a une très grande diversité d'un État à l'autre, mais il y a des transferts quand il y a besoin. C'est-à-dire que si l'Europe avait été une fédération comme les États-Unis, la Grèce n'aurait pas eu besoin de faire un plan d'austérité plus que les autres. C'est la différence essentielle, je pense. Voilà. Une autre intervention. Oui, bonsoir. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce que vous avez, je veux dire, brossé un tableau assez vaste. Je partage en partie votre exposé. Malgré tout, je dirais, aujourd'hui, nous sommes quand même dans une république à 2 vitesses. Réellement, aujourd'hui. Je prendrais simplement les services publics avec d'un côté le TGV et de l'autre côté des cars maintenant. Voilà, c'est un exemple. Autre chose, vous avez dit comment nommer l'ennemi. Enfin, qui est l'ennemi? Vous l'avez un peu nommé, c'est le néolibéralisme, voire le capitalisme. C'est le capitalisme, oui. Voilà, le capitalisme. Oh, je ne suis pas économiste, bon, je suis travailleur social, mais je m'intéresse un peu à l'anthropologie. Et j'ajouterais d'autres termes comme la gouvernance par les nombres. Alain Suppiot, spécialiste du droit du travail, ou aussi l'empire du management. Je dis ça parce que je crois que nous sommes aujourd'hui à un stade où on doit continuer à nommer. Alors, cet ennemi réel parce qu'il produit de la violence dans notre société. Et quand je dis notre société, ce n'est pas simplement la société occidentale, c'est partout. Voilà, bon, pour moi, c'est vraiment important de nommer les choses. Vous avez parlé de souverain, que le souverain n'était pas l'État. Enfin, je crois, enfin, pour moi, c'est plutôt le souverain, c'est l'État, et c'est plutôt, nous sommes aujourd'hui avec des suzerains. Vous avez parlé de féodalisme. Je crois plutôt que nous arrivons à un stade où nous avons des suzerains, et nous perdons la souveraineté nationale, qui était basée sur un État de droit. Vous l'avez un peu nommé, l'État social en France, qui repose sur vous l'avez dit, 3 piliers, les services publics, la sécurité sociale et le droit du travail. Ces 3 derniers mois, nous voyons que ces 3 piliers sont en train de se défaire. Ouais, ça fait 30 ans que c'est commencé. Oui, bien sûr, oui. Depuis les années 70. Ça macronise. Après, il y a une question souvent que je me pose à moi-même, c'est en quoi ne ressemblons-nous pas à ce que l'on dénonce? Et vous avez dit, il faut lutter contre TINA. TINA, c'est « There is no alternative ». Et en même temps, dans votre conclusion, vous dites, la seule alternative, c'est une république sociale, fédérale, puissante. Alors, j'en arrive maintenant à ma question. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait autre chose que le fédéralisme et pourquoi pas une confédération à la mode helvétique? Merci. Alors, une confédération, je l'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure, une confédération n'est pas à même d'assurer les transferts nécessaires entre les composantes de la confédération. C'est-à-dire, s'il y a un élément de la confédération qui est en difficulté, ben, il se démerde. L'Union européenne, à la limite,
s'il y avait un gouvernement de l'Europe, c'est-à-dire que la Commission de Bruxelles ou l'Eurogroupe était renforcé par un commissaire chargé du budget, etc., on serait dans l'optique d'une confédération. Mais reste qu'il faudrait l'unanimité des confédérés pour venir en aide à quelqu'un qui est en difficulté. C'est-à-dire que la fédération, c'est un État unique. Il y a un État fédéral au-dessus des États nationaux. Et donc cet État fédéral, ben oui. C'est un État régalien. Pardon ? Enfin, au-dessus, c'est l'État régalien, c'est simplement le... Et non. L'État fédéral, il n'est pas que régalien. L'État fédéral, il mène des politiques. Enfin, principalement. Pardon ? Principalement. Enfin, aux États-Unis, c'est quand même... Aux États-Unis, Oui. c'est principalement un État régalien. Enfin... Ben, c'est lui qui détermine le droit du travail, c'est lui qui détermine plein de choses. Les politiques. Non. Là, je crois que vous faites une erreur. Là. Non. Une fédération, c'est le stade au-dessus de la fédération. Si en 85, les États-Unis ont chargé Hamilton de définir la Constitution américaine, qui est toujours en vigueur, hein, c'est toujours la même, c'est parce que la confédération qu'ils avaient faite en 1976, après la libération, ne marchait plus. Ils ont tiré les leçons. Et pour éviter la guerre civile, ils ont changé de système. Alors à l'époque, c'était un peu plus facile que maintenant. Donc moi je pense que je ne vois pas comment on peut avoir une solidarité entre États en dehors d'une fédération. Sinon, après, c'est incantatoire. C'est ce qu'on trouve chez les gens comme Coutreau et compagnie. Il faudrait. Très bien. Mais ça n'a jamais fait avancer le juridique. Mais après, bon, je ne suis pas politiste. Oui, je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as dit. Sur la première partie, la réserve un peu générale que je ferai, c'est le caractère quand même passablement déterministe de ton approche et un peu uniforme par rapport aux différentes variantes, sous-variantes du capitalisme qui coexistent suivant les territoires, suivant les régions du monde, etc., même entre pays développés. Sur le rôle du néolibéralisme, d'accord pour dire qu'il y a un lien entre la fonction du néolibéralisme et le problème du taux de rentabilité, taux de profit, effectivement. Mais le néolibéralisme, c'est d'une part un corps doctrinal, et d'autre part, c'est un faisceau de politiques économiques qui vont dans le sens de ce que tu as dit, effectivement, mais avec des variantes. Et si on prend le cas de la Grèce, il pouvait, me semble-t-il, y avoir, tout en restant dans le capitalisme, une autre approche. C'est l'approche de ceux qui contestent la version ordolibérale du néolibéralisme. Et oui. Et parce que dans le cas de la Grèce, on a, dans la solution, pseudo-solution qui a été donnée, on a un effet d'une variante du néolibéralisme, c'est l'ordolibéralisme qui, du point de vue des politiques macroéconomiques, est axé complètement sur la priorité aux grands équilibres, à la neutralité de l'État, etc., etc. Ce qui est autre chose que d'autres variantes du néolibéralisme, y compris l'ultralibéralisme au niveau anglo-saxon, qui est beaucoup plus souple en matière de politique macroéconomique. Et d'ailleurs, les critiques de l'attitude des Européens par rapport à la Grèce sont venues notamment de certains courants démocrates aux États-Unis,
qui n'ont rien d'anticapitaliste. Donc je pense, si tu veux, qu'il faudrait que tu introduises la question de la dissociation entre les sous-courants du néolibéralisme. Ça a joué un certain rôle dans les péripéties que nous avons vécues cet été, me semble-t-il. D'autre part, mais ça c'est beaucoup moins central, sur la chronologie. Quand tu as dit tout à fait au début que ça a commencé par la mise en cause de l'État social, etc. Moi, ce qui me semble, hein, mais peut-être secondaire par rapport au problème central de ce soir, ce qui me semble, c'est que le néolibéralisme a commencé à partir du début des années 80 à, d'une part, transformer les structures de marché, les structures institutionnelles dans les pays développés, et d'autre part, le néolibéralisme s'est dissocié du keynésianisme tel qu'il fonctionnait pendant les 30 Glorieuses pour tordre le cou à l'inflation. Et c'est ce tournant qui, bien plus tard, a conduit, mais beaucoup plus tard, et avec des variantes suivant les sous-ensembles des pays développés, à la mise en cause de l'État social dans ses deux composantes, politique du marché du travail et politique de la protection sociale. Et un des éléments significatifs, c'est que par exemple, la part des dépenses publiques ou la part des dépenses sociales à l'intérieur des dépenses publiques a mis beaucoup de temps à commencer à diminuer. Et dans un certain nombre de pays, ça n'a pas du tout diminué. Et parmi ces pays, et tu as eu bien raison de citer à cet égard la France, comme Varoufakis a eu tout à fait raison de dénoncer ce qu'il y a derrière la stratégie allemande, il y a bel et bien la mise en cause de la France en tant que pays retardataire dans l'acceptation de politiques de réduction de la protection sociale. Enfin, sur ta deuxième partie, parce que j'ai été trop lent, sur ta deuxième partie, effectivement, pour une Europe républicaine et sociale, le problème c'est que tu considères que la question est résolue. La question, tu la résous par une guerre ou une crise, mais en supposant que ensuite la population aille dans le bon sens. C'est-à-dire que là, tu supposes un peu le problème résolu. Il y a toute la question, comment on y arrive? Et comment on y arrive? Il me semble bien que, en gros, soit on considère que l'Europe est capable d'être une nation, c'est-à-dire que la solidarité soit un principe essentiel au sein de l'Europe, et dans ce cas, l'essentiel des problèmes seront résolus, soit pendant toute une période de transition, on n'a pas cette solidarité, et là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une marge de manœuvre au niveau des taux de change nationaux? C'est ça, c'est un problème que je n'ai pas résolu, mais je l'expose comme ça. Bon, mais je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça, mais non, mais et ça n'est absolument pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Alors, je m'explique. Moi, j'ai posé le problème au niveau le plus général possible, parce que je pars du principe scientifique que le simple contient le complexe. Alors maintenant, tu me parles d'ordolibéralisme. Justement, je me suis refusé à parler d'ordolibéralisme parce que l'ordolibéralisme n'est qu'une variante du néolibéralisme. Alors, il est vrai que l'ordolibéralisme, c'est lui qui intervient et qui met l'accent sur les équilibres budgétaires, disons, l'orthodoxie financière. Et c'est vrai que le FMI, qui n'est pas ordolibéral, s'est affronté avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne ne veut pas entendre parler de restructuration, alors que le FMI ne veut pas entendre parler de compromis sur le marché du travail. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le FMI voudrait qu'on restructure, mais il faudrait restructurer à condition que la Grèce fasse des réformes plus drastiques que ce qu'exige l'Allemagne. Bon,
Donc ça, ce sont deux variantes, parce que ça tient à l'histoire du FMI, à l'histoire des élites qui les peuplent. Donc, mais ça ne change rien à l'idée générale qu'il faut casser les salaires. Ce sont deux manières différentes. Tout à l'heure, on a parlé de protection sociale, service public, droit du travail. Le FMI mise sur le droit du travail. L'Allemagne, elle veut le budget, c'est-à-dire les services publics et la protection sociale. Bon, mais ça ne change pas. Ce sont des accents qui sont mis sur l'un ou sur l'autre, suivant l'histoire du pays, suivant tout un tas de choses. Donc, c'est très bien. J'ai hâte de lire ton bouquin pour avoir plus de détails. Mais, et en plus, je pourrais enrichir mes propres textes. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Simplement, moi, je pars du principe le néolibéralisme contre le coût salarial. Après, que ça prenne la forme de l'ultralibéralisme de l'économie de l'offre, que ça prenne la forme de Hayek, que ça prenne la forme de l'ordolibéralisme, etc., ce sont des chemins différents qui tiennent à l'histoire particulière de chaque pays, de chaque intellectuel, de chaque... Attends, un intellectuel d'origine catho, de gauche, ne va pas penser la même chose qu'un protestant. Ou que quelqu'un qui est athée. Parce que l'ordolibéralisme, c'est protestant. L'orthodoxie financière, c'est plutôt catholique. Mais enfin, bon, il y a des passerelles. Mais quand on lit les auteurs, on voit quand même. Barrère n'était pas très orthodoxe. Qui Barrère. Barrère. Qui était le principal keynésien en France pendant les années... Je ne parle pas des keynésiens, je parle des néolibéraux. Oui, mais il parlait des orthodoxes, et Barrère était catho, et il était contre l'orthodoxie. C'est un exemple, non. Mais ça, c'est comme a dit Serge Simon à propos du rugby. C'est pareil. Serge Simon, il a dit, il n'y a pas que des cons dans le rugby, mais ils y sont tous. Voilà, là c'est pareil. On comprend mieux. C'est plus clair. En mathématiques, ça s'appelle une injection, je crois. Je ne sais pas s'il y a des matheux ici. Bon, bref. Ou une surjection plutôt. Mais bon, bref, peu importe. Après, c'est le bi. Hein? Non, c'est pas une justement. Après, c'est le bi. Non. Oui. Alors, je vais finir de répondre à Michel rapidement. Donc, l'histoire du keynésianisme contre l'inflation, etc., qui ont commencé avant les attaques contre le marché du travail, bien sûr, mais c'est quand même de 1981 que date le bouquin de l'OCDE sur l'État social en crise. Eh oui. Donc, les idées, bon, oui, non, mais tu as raison, mais c'est pas contradictoire. Voilà. Mais je ne suis pas rentré dans les détails. Parce que quand j'ai montré mon truc à Alain, il m'a dit, tu fais un bouquin? J'ai dit non. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas faire de 150 pages. Si je remplis toutes les cases. Tu vas le faire. Je suis trop vieux maintenant. Bon, je voudrais juste intervenir, si tu permets, je ne sais pas si tu as répondu. Et avant de passer, moi je voudrais dire qu'on a tendance, bon, moi je fais une déformation parce que j'ai été longtemps spécialiste des pays du Sud, n'est-ce pas? Je pense que je le suis encore. Et on a tendance à oublier, tu as parlé d'ajustement structurel, etc. L'ajustement structurel, depuis le début des années 80, ça a été appliqué dans les pays du Sud. Hein? Et les politiques néolibérales, FMI, Banque mondiale, ça a été appliqué avec la casse sociale, etc. Et en plus, ce dont on n'a pas parlé, c'est que le néolibéralisme, c'est l'État au service du capital. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le début des années 80? Ça a été le prélèvement global des rentes dans les pays du Sud. Voilà, il ne faut pas oublier qu'avant les années 80, et c'est ce qui se passe chez nous maintenant, hein, on vend, on brade tout. Alors, je rappelle quand même que pendant les 30 Glorieuses au Nord et la période, je sais que j'ai des étudiants ici, de ce que j'appelle le nationalisme clientéliste dans les pays du Sud, le surplus, la rente du café, du cacao, etc., elle était prélevée par l'État et redistribuée majoritairement sur place. Avec l'application des politiques néolibérales, on a tout libéralisé. Hein?
le commerce, les mouvements de capitaux. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien maintenant, ce sont les multinationales qui piquent directement la rente et qui l'exportent vers les paradis fiscaux, même pas dans les pays du Nord. Et je crois qu'il y a cette dimension du néolibéralisme qui est évidente, hein, cet ajustement. Voilà, donc je voulais rappeler ça, et donc dire que si la Grèce est le laboratoire du néolibéralisme en Europe, il ne faut pas oublier que le Chili, à partir de 1973, a été le laboratoire du néolibéralisme pour les pays du Sud. Voilà. Et donc, l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle bégaye. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Pardon, j'ai voilà, une simple réflexion. Pardon. J'ai une simple réflexion. Certes, je respecte beaucoup votre idée, mais pour moi, faire de l'Europe une fédération, c'est un mythe, parce que déjà il y a beaucoup de conflits d'intérêts à l'intérieur de l'Europe. On laisse un pays couler comme la Grèce, et on a le moyen de l'aider. Et de l'autre côté, on a aidé une Espagne qui n'avait rien, qui est aujourd'hui devenue une puissance. Donc, je ne sais pas, il parle de crise, moi je ne crois pas à la crise, voilà, je n'y crois pas à ça. Et donc voilà, faire de l'Europe, déjà c'est une belle réalisation, mais en faire une fédération où on est la souveraineté des pays, où on est, voilà. Je crois que c'est une chose pas très très réalisable, à mon sens, voilà. Un mot quand même. Non, vous avez raison de faire cette réflexion. Comment dire, c'est une histoire de foi. Mais après, moi, je n'ai pas d'argument contre ça. Mais quand vous dites que l'Espagne est sortie de la crise, non, c'est faux. Il y a autant de chômeurs et de pauvres qu'au tout début. Les États-Unis, ils ont 3% de croissance, on délocalise chez eux. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Non, je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on nous raconte. Quant à dire que l'Europe est une belle réalisation, non, l'Europe n'est pas une belle réalisation. Voir où est-ce qu'elle a amené l'Italie, la Grèce, etc., etc. Quant à l'histoire du mythe d'une fédération, toutes les fédérations étaient des mythes au départ. Mais quand on n'a pas d'autre choix que de se fédérer, si on veut survivre, le jour où l'Allemagne et la France, l'Italie et quelques autres se rendront compte que soit ils disparaissent parce qu'ils sont bouffés par l'OTAN ou par les Chinois, bon, ils vont se dire, bon, là on est obligé de se serrer les coudes, on va garder nos valeurs, etc., etc., et ils vont se fédérer. Il n'y a pas... Là, vous croyez qu'en Allemagne, la Prusse et la S et tout ça, c'était l'amour entre eux avant qu'ils se fédèrent. Mais non. Si vous voulez continuer d'exister, il fallait qu'ils se réunissent. Mais bon, moi je ne dis pas que ça va se faire, hein, je ne sais pas. Mais soit ça se fait, soit on disparaît. Soit on est français européen, soit on sera français américain, comme on est déjà aux trois quarts. Puisque j'ai vu il n'y a pas longtemps la déclaration d'un juriste américain, d'un politiste américain, qui a dit à un juriste français, mais enfin, vous enquêtez sur les lobbies, c'est pour ça que j'ai dit. Enfin, est-ce que vous avez conscience que le premier lobby à Bruxelles, c'est le gouvernement américain? Ah oui. Pourquoi? Qui est-ce qui gère tous le conflit Ukraine-Russie? C'est les États-Unis. C'est eux qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, les sanctions contre la Russie, tout ça, et Merkel et Hollande, il faut ce qu'on leur dit de faire. Bon, et ça, il faut en prendre conscience. Alors, est-ce qu'on continue à être les jouets, et tout ça au nom de quoi? Au nom de la protection militaire que fournit l'OTAN. Mais tant que l'Europe sera dans l'OTAN, elle n'existera pas. Oui. Oui, je reviens à des questions peut-être plus simples. D'abord, sur la Grèce. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a eu un entêtement de l'Europe à sauver la Grèce? En particulier, je crois qu'on va lui prêter 86 milliards d'euros sur 3 ans.
Alors, bon, c'est vrai que les Grecs veulent rester dans l'euro, semble-t-il, mais quand même, est-ce que c'est pas un contrat perdant-perdant? Je prends l'exemple de la France. On est endetté. Chaque fois qu'on réalise quelque chose, il faut s'endetter un peu plus. Donc, on va s'endetter pour prêter de l'argent à la Grèce qui est surendettée. Alors, c'est un mécanisme qui me paraît bizarre, dont il doit y avoir, pour moi, c'est perdant, donc il y a un gagnant. Vous allez m'expliquer lequel? Les États-Unis. Comment? Les États-Unis. Bon, bien. Parce que l'Europe reste dans... La Grèce reste dans l'Europe, donc dans l'OTAN. Et il y a les bases, etc. Donc il fallait absolument maintenir la Grèce dans la zone euro, pour des raisons stratégiques. Alors, deuxième question, la démocratie en Europe, on en a déjà parlé ici, je crois, avec vous l'an dernier ou il y a 2 ans, c'est que, bon, ça me paraît encore plus dysfonctionné qu'en France, dans les pays européens. C'est-à-dire que on a nommé à la présidence de la Commission européenne, M. Juncker, qui a été 15 ans Premier ministre du Luxembourg, qui est un paradis fiscal. Moi, ça me paraît une provocation insupportable d'avoir mis ce bonhomme, est-ce qu'on peut prononcer le mot? Je pense pas, je ne vais pas me procès, à la tête de la Commission. C'est quand même quelque chose que je n'ai pas avalé, moi. Je n'ai pas encore avalé, que ce soit Juncker. Bon. Et ensuite, le Parlement européen, il est à dominante droite, semble-t-il. Et alors la gauche en France vous dit oui, mais si on avait un Parlement européen de gauche, vous verriez, ça serait très différent. Alors est-ce que c'est le cas? Et alors moi je ne sais rien du tout des travaux du Parlement européen, en particulier sur le fameux TAFTA dont vous parlez indirectement. Il y a quelque chose de grave aussi qui se trame et qui va tomber sur le point du nez. Voilà, alors la démocratie en France, on peut en discuter, mais la démocratie européenne, alors là pour moi c'est zéro. C'est Juncker, président de la Commission, je suis paradis fiscal, je tiens la finance, et allez vous faire voir. Moi je pense comme vous que l'Europe est l'explosion et c'est peut-être souhaitable. Si vous n'avez pas avalé ça, comment vous allez avaler que Villeroy de Galliot soit nommé gouverneur de la Banque de France alors que c'est le directeur général de la BNP? C'est pareil, hein? Et personne ne dit rien. Bon, il semble que ça a réagi aujourd'hui. Mais maintenant sur... je ne me rappelle plus ce dont vous m'avez parlé exactement. Le rôle du Parlement européen. Oui, le rôle du Parlement européen, bon, c'est une chambre d'enregistrement des décisions de la Commission, voilà. Parce qu'il faut donner un vernis juridique et légal. Mais le Parlement européen, bon, il est là pour financer les partis politiques européistes qui placent leurs échecs nationaux et tout le monde est content. C'est une manière de payer le personnel politique. Non mais bon... Et de recycler quelques battus dans les pays. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'il y a pas mal. Les échecs. Le problème de la démocratie européenne, c'est que c'est une démocratie à 2 étages. Alors, en plus, il y a comment dire, il y a 2 niveaux de décision. Il y a les décisions communautaires qui sont prises suivant les institutions européennes, et puis il y a les décisions intergouvernementales. Là c'est l'Eurogroupe qui négocie les ministres ou les chefs d'État. Et donc tout ça, c'est l'Eurogroupe. La réunion des ministres des Finances des pays de la zone euro, qui ont mené des négociations avec la Grèce, de manière totalement informelle. L'Eurogroupe, juridiquement, ça n'existe pas. Bon, et c'est l'Eurogroupe qui est le gouvernement de l'Europe. Bon. Quand les gens auront pris conscience de ça, bon, Varoufakis, si ça l'étonne, m'a fait, il pouvait le savoir avant quand même. Alors moi, je ne sais pas quel jouy-jeu cet homme, mais... Montebourg. Varoufakis, c'est Montebourg. Décoder un peu, Mais non, décoder, mais c'est ce que j'ai dit à Bernard l'autre jour, là. Pour moi, Varoufakis, c'est le Montebourg de Tsipras. Voilà, c'était... Alors, je décode juste un peu. Le problème, c'est la critique interne, tu vois. En fait, lorsque le système est menacé, d'abord, il nie les faits. Puis ensuite, il développe une critique interne qui ne va pas remettre en cause le système.
Et ça s'est passé, je donne un exemple toujours à mes étudiants, pendant la crise asiatique de 97-98, qu'est-ce qui s'est passé? Le système était menacé, il y avait la société civile, etc., qui manifestait, etc. Alors, eh bien, là, le système a mis au devant de la scène une critique interne, et qui a été le fait, notamment, parce que la crise asiatique avait été très mal gérée par le FMI et la Banque mondiale, n'est-ce pas, entre autres, et on a mis en avant une critique interne de la part de personnalités comme Joseph Stiglitz, comme George Soros, qui s'est mis, Soros le milliardaire, vous savez, il a mis à genoux la Banque d'Angleterre à l'époque, enfin des causes, et qui a dénoncé l'impérialisme du marché, en fait, etc. Et on met au devant de la scène ces critiques internes qui, en fait, ne remettent pas vraiment en cause le système. On a Jeffrey Sachs, par exemple, un type qui a été compromis, je ne sais plus, Banque mondiale, FMI, en fait, partout. Et ces gens-là critiquent le système, mais ce n'est que des mots. En réalité, hein, on médiatise beaucoup ces critiques. C'est le cas de Tsipras. Hein, ça a été son cas. Hein, il a beaucoup critiqué le système, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le rang. Malgré le vote il est rentré dans le rang. C'est tout. Alors, s'il ne pouvait pas faire ce qu'il avait promis, il n'avait qu'à démissionner, je suis désolé. Hein, c'est tout. Et pour moi, il fait partie du système. Bon, je me trompe peut-être, comme les autres. C'est le frondeur. Ouais, voilà, c'est un frondeur. Tu veux dire, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est des frondeurs. Quoi. Et les frondeurs qui empêchent Mélenchon de se faire entendre. Bon, ne parle pas. Tu le sais très bien. Ne m'attaque pas. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Juste deux petites questions. Quand bien même l'Union européenne arriverait à être une nation, si vraiment elle arrive à intégrer et à être un État fédéral, ouais. Est-ce que vraiment elle aura le poids, est-ce qu'elle aura les moyens pour lutter contre une Chine, pour lutter contre les États-Unis? Contre les États-Unis peut-être, mais est-ce que vraiment, à l'heure actuelle, est-ce qu'elle aurait les moyens pour lutter contre la Chine? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ça concerne la Corée du Nord et les conflits qu'il y a en Asie, notamment entre Corée du Nord, Corée du Sud et Japon, Chine, le conflit qu'il y a actuellement. Vous avez dit qu'une guerre pourrait résoudre, en sorte, plusieurs problèmes. Est-ce que cette guerre-là, là-bas, est-ce que finalement, à qui ça bénéficierait vraiment? Pour qui ce serait vraiment bénéfique une guerre en Asie si elle éclate? Est-ce que la Chine, vraiment, est-ce que... Il peut y avoir une guerre entre la Corée et la Chine, entre Corée du Nord et Corée du Sud. Mais comme l'Argentine avec l'Angleterre, c'est pas, ça, je ne pense pas que ça entraînerait une déflagration mondiale. C'est assez localisé. Par contre, la bataille entre la Chine et le Japon, ça c'est plus sérieux. Et après, les capitalistes, comment dire, les guerres n'opposent pas les capitalistes entre dans les années 30, Roosevelt, il était très bien avec Hitler. Hein. Ça, il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Business is business. Et donc, le problème, c'est que les guerres, c'est pour résoudre des conflits qui ne peuvent pas se résoudre par la négociation, par la discussion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais quand il n'y a plus de champ de profit exploitable, mais il faut aller se les chercher. Et c'est là que la guerre explose. Mais bon, la guerre, c'est pas forcément aller s'envoyer des bombes sur la gueule, etc. Il y a différents moyens de faire la guerre. Et ça peut être la guerre des monnaies. Ça, entre le yuan et le... Il a suffi l'autre jour que la Chine laisse dévaluer le yuan pendant 3 jours de suite, et ça a été la panique partout. Bon, et là, je pense qu'ils ont envoyé un signal. Je ne sais pas dans le secret des dieux, mais j'imagine qu'il y a des choses qui se sont réglées, quoi. C'était remis sur le drapeau blanc, et on discute. Maintenant, bon,
Voilà. Alors, je pense que par principe, il y a un conflit, comme j'ai rappelé Jaurès, le capitalisme porte la guerre comme la nuit porte l'orage. La phrase, il n'a jamais dit exactement comme ça. J'ai cherché tant et plus. Mais dans les textes, où il exprime vraiment cette idée. En fait, c'est en deux morceaux. C'est le capitalisme qui est la cause de la guerre, et pas le nationalisme. Par contre, le capitalisme a besoin de la nation pour exister concrètement. Le capitalisme, c'est un rapport de production. Donc, concrètement, ça passe par un État, mais l'État n'est que l'instrument de la bourgeoisie. Et il faut une nation, il faut des gens, il faut un ami et un ennemi, etc. Et donc, pour que le capitalisme fonctionne, c'est une économie de marché, il faut que les gens veuillent échanger. Pourquoi est-ce qu'on échange? Quand vous allez à l'épicerie, maintenant, ou au supermarché, vous achetez, vous payez. Et pourquoi vous ne prenez pas avec un fusil comme aux États-Unis et vous partez si vous êtes le plus fort? Bon, c'est bien parce qu'il y a une convention sociale, il y a toute une culture, il y a toute une histoire qui fait qu'on a décidé, culturellement, on vous a appris comme ça tout petit. Tu dis bonjour à la dame, tu ne mets pas les doigts dans le nez, et tu vas payer ce que tu achètes. Et tu ne le prends pas, tu ne te sers pas, etc. Et donc, si vous êtes une fille, tu seras institutrice ou infirmière. Si c'est un garçon, tu seras joueur de rugby ou footeux, etc. Bon, bref. Et puis surtout, tu iras à l'école, tu seras intelligent, tu seras un manager, un trader et compagnie. Donc, tout ça, c'est la reproduction sociale qui le fait, ça, l'idéologie, les valeurs, en fait, tout un tas de trucs. Et donc, on est dans une économie de marché. On échange, c'est comme ça. On est fait pour ça. Je ne sais pas, rappelez-vous, Voltaire, il a dit qu'il s'en va au Pérou, là-bas, et il dit qu'on ne comprend pas comment je veux dire, il y a des sociétés où l'or n'a pas de valeur, et ainsi de suite. Donc, tout ça, les Incas, je crois. Les Incas, c'était oui. Les Incas. Du Pérou. Du Pérou, oui. Je ne me rappelle plus de l'histoire, mais bon, bref. Et donc, le problème, c'est que le capitalisme, c'est une économie d'échange. Et dans une économie d'échange, ça ne peut exister que dans une société. Une société ne peut avoir de sens que dans l'État-nation. Le capitalisme se développe dans le cadre de l'État-nation. Il n'y a pas de capitalisme développé qui ne soit pas dans un État-nation. Vous pouvez chercher. Ça ne veut pas dire la démocratie, c'est peut-être la dictature. La Corée a émergé grâce à la dictature. La Chine a émergé grâce à la dictature. Et la Grèce émergera si la dictature allemande lui impose de faire les réformes nécessaires. J'avais écrit un article qui s'appelait « La construction du capitalisme en Grèce » à propos des négociations de ce printemps. Donc je ne dis pas que j'avais raison, mais c'est en train quand même. Je crois que j'ai répondu à votre question. Si je vous écoute bien, vous êtes en fait contre le capitalisme. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a... Je suis contre, ouais, tout contre. Oui, on peut jouer. Mais vous ne proposez pas d'autres modèles Si, je propose la République sociale, mais ça c'est notre histoire. Oui, mais dans... Enfin, oui. C'est-à-dire continuer dans le prolongement de ce qu'avait commencé le CNR en 1945. D'accord. C'est-à-dire ce qu'avait demandé Jaurès. La démocratie doit descendre dans l'atelier. La démocratie, ce n'est pas simplement les élections politiques, ça doit être aussi, c'est-à-dire que, comme le demandait Marx, c'est l'émancipation de l'homme, c'est le travailleur qui prend en main le travail. Alors, par exemple, Keynes, dans les années 30, ce qu'il avait compris avec ce qui est devenu le keynésianisme, c'est que si on voulait une société individualiste, apaisée, qui fonctionne correctement, il fallait donner du boulot à tout le monde. Donc il fallait intégrer le travail au capital.
le CNR, c'est ce qu'il a voulu faire. Ce que Keynes n'avait pas prévu, ce qu'il n'a pas vu, parce qu'il n'était pas marxiste mais keynésien, c'est que le capitalisme est un mode de production contradictoire qui produit la crise en même temps qu'il se développe. C'est-à-dire plus la croissance est forte et plus on crée les conditions de la crise. Ça, c'est une loi du capitalisme. Et en même temps, l'arbre ne monte pas au ciel. En même temps, dans ce que vous dites, dans ce que vous présentez, il y a comme quelque chose d'une certaine fatalité, c'est-à-dire qu'on est pris dans un système qui fait que c'est pas une fatalité, c'est le l'histoire se répète. Non, l'histoire ne se répète pas. Jamais on ne revient en arrière. Non, mais je veux dire, sur les mécanismes aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que vous expliquez, notamment là, dans le deuxième point, c'est-à-dire qu'on arrive finalement à une guerre pour qu'il y ait à nouveau ce qu'on pourrait appeler un nouveau CNR demain. Ah oui, non, mais ça oui, il y a un sens de l'histoire qui se développe. Et à chaque crise majeure, il y a une avancée du capitalisme vers la socialisation. C'est-à-dire, on avait le capitalisme pur au 19e, il y a eu des révoltes 1830, 1848, etc. Mais après 14, il y a eu